Merci d'être venus si nombreux. Et alors, prévoir le temps, prévoir le climat, la vie secrète des erreurs. Vous m'excuserez ce titre légèrement racoleur, mais la vraie inspiration, c'est ce type de phrase-là. C'est juste un visage d'un homme quelconque de la rue. Vous avez déjà entendu peut-être une phrase comme ça. Les scientifiques ne savent même pas prédire le temps qu'il fera la prochaine semaine. Pourquoi on doit croire ce qu'ils nous disent sur le siècle prochain? Okay? On entend de moins en moins ce type de propos climato-sceptiques, pour dire la vérité, enfin, même s'il y a eu un retour cet été. Mais cette phrase, lui, je pense qu'il ne le sait pas, le monsieur de la rue, mais il cache des choses très intéressantes sur le concept de prévision du temps et du climat. Et donc, ça vaut la peine de l'écouter et de répondre. Okay? C'est un peu ça l'inspiration. Alors, le climat, la météorologie, historiquement, ont été considérées des sciences naturelles, en fait, jusqu'à, disons, l'après-deuxième guerre mondiale. Enfin, c'était des sciences qui étaient faites, par exemple, la prévision météo était faite par des messieurs avec une barbe qui regardaient de haut par des avions, faisaient des cartes, et à partir de leur expérience empirique, savaient prévoir les grands mouvements des masses d'air. Et le climat même, c'était un peu une science qui faisait partie de la géographie. On classifiait les climats, le climat désertique, le climat tropical, méditerranéen. On enseigne encore le climat comme ça. Comme si le climat était un endroit où on pouvait aller pour le visiter, okay? Comme si c'était un truc figé. Et ce n'est pas du tout ça. En fait, surtout depuis le deuxième après-guerre, la météorologie est devenue une science dure, okay? Une science qui s'est faite avec les mathématiques. Et les prévisions sont faites avec des équations et des gros ordinateurs. Et dans les années 70, il y a eu une ultérieure petite révolution, disons, qui a été la découverte de la nature chaotique de l'atmosphère, qui a interrogé le sens même du mot prévoir. Donc c'est cette petite histoire que je vais vous raconter rapidement, et il y a des protagonistes, dont vous voyez les photos qui apparaîtront plus tard. Donc si le climat n'est pas une région qu'on va visiter, on doit le voir plutôt comme un système dynamique. Alors, j'ai même mis une équation, juste pour vous souvenir qu'il y a des équations derrière tout ça, mais ce n'est même pas une équation, c'est un symbole d'équation. Le climat, c'est un système dynamique. Un système dynamique, c'est quelque chose qui a un état et qui a des lois d'évolution de cet état. Donc, il y a la dérivée temporelle dans le temps qui indique l'évolution, F des lois, et pour l'atmosphère, ce sera les lois de la dynamique des fluides, de la thermodynamique, de la radiation, etc. Et X est un état qui évolue dans le temps. Et X peut être, par exemple, la pression, la température, l'humidité, toutes ces variables qui décrivent l'état de l'atmosphère, ou aussi de l'océan, les courants, etc., la vitesse de l'eau. Et donc, c'est des fonctions qui sont définies sur la sphère par continuité, mais on ne peut pas les connaître partout. Donc, en fait, on les connaît à certains points discrets. Okay? Et pour chacun de ces points discrets, qu'on appelle une grille, il y a une équation d'évolution de la valeur de cet état-là. Donc X, vous pouvez le voir comme une liste de nombres, en fait. Pour ceux qui connaissent, on peut le voir comme un vecteur. Okay? Et alors, l'évolution de cet état, de ce système, on peut le voir comme une trajectoire dans un espace bizarre, qui est, par exemple, si on prend 3 points de pression, on peut les mettre sur un axe de coordonnées, et on voit une trajectoire qui a l'évolution dans le temps. Alors, ce n'est pas 3 axes, c'est plutôt 10 puissance 10, donc c'est un peu difficile à dessiner, mais vous voyez l'idée. Donc les mathématiciens sont habitués à penser comme ça un espace de phase. Okay? Mais alors, si on voit l'atmosphère et les autres systèmes climatiques comme ça, vous me permettrez de sauter un peu des choses, mais on peut revenir derrière. Qu'est-ce que c'est prévoir? Alors, prévoir, c'est rechercher une trajectoire dans cet espace de phase qui soit la plus proche possible à la trajectoire de l'autre système, que le système planétaire, le vrai. Okay? On voudrait que ces deux-là soient les plus proches possibles. Donc une trajectoire vraie et une trajectoire prévue. Et cette prévision est faite en partant d'un état initial, qui sera le plus possible proche de l'état vrai de l'atmosphère, et par des lois d'évolution qui seront mises en œuvre par un modèle, par un ordinateur. Okay? Et l'erreur, dans cet espace de grandes dimensions, sera la distance entre ces deux courbes. Donc on peut même définir une certaine amplitude d'erreur qui nous dit qu'à partir de là, ce n'est plus une prévision valable, et on met une barrière à la prévision. On dit qu'il y a un certain temps à partir duquel on a fini, enfin, le temps de prévisibilité. Et les scientifiques se sont mis à étudier la manière de le rendre plus petit, évidemment. Et donc il y a une science même qui est née, une discipline, qui est la théorie de la prévisibilité. Et alors, il y a deux manières de se tromper là. On pourrait mal prévoir, mal mesurer l'état initial, ou mal connaître les lois d'évolution. Okay?
Et donc la première découverte assez déconcertante, c'est que la source d'erreur principale, ce n'est pas tellement la connaissance des lois, mais c'est vraiment la mesure de l'état initial. Donc il est plus difficile de savoir le temps qu'il fait aujourd'hui que de le prévoir pour la semaine prochaine, pour le dire une formule un peu débile. Mais, et donc, par exemple, les centres météorologiques ont mis en œuvre des ressources énormes en termes de machines pour mesurer, de capacité intellectuelle d'utiliser l'information qui est contenue là-dedans, de calcul, pour exploiter au maximum l'information de ce réseau d'observation. Et en fait, le temps de calcul passé pour extraire l'information des mesures est plus grande que le temps de calcul qu'on passe pour faire la prévision, pour vous dire l'importance de déterminer l'état initial. Et ça a apporté, dans les dernières 40 à 30 ans, à une vraie petite révolution qui est passée un peu sous les radars, révolution scientifique, qui a été que les prévisions météorologiques ont augmenté de qualité de manière spectaculaire. Okay, on prévoit maintenant le temps dans 5 jours, comme il y a 40 ans, on le prévoyait pour le lendemain. Okay? Donc on a poussé, jusqu'à après le lendemain, pour le surlendemain. Donc on a poussé vers le futur de 3 jours cette barre. Okay? Et donc on a envie de se poser une question, est-ce qu'on peut la pousser à l'infini? Est-ce qu'on peut se donner un but de prévoir, par exemple, à 3 mois, et réduire l'erreur initiale de manière telle que l'erreur finale soit contenue dans cette limite que nous posons. On va le dessiner. Donc il y a la petite erreur, on va la pousser vers le futur. Alors c'est possible de repousser la limite de la probabilité autant qu'on le désire? Eh ben non. La réponse est non. Donc je ne fais pas beaucoup de suspense, si vous voulez. Mais arriver à cette réponse, en fait, nous a fait découvrir des choses très intéressantes sur la nature de l'atmosphère et de tout un tas de systèmes physiques qu'on appelait les systèmes chaotiques déterministes. Donc, je voulais vous raconter cette histoire. C'est une histoire qui commence à la fin du XIXe siècle, où il y a Henri Poincaré, en s'occupant d'un problème physique complètement différent, qui a émis l'hypothèse de l'existence de certains systèmes qu'on peut décrire avec des équations mathématiques, qui sont entièrement déterministes, mais qui sont sensibles aux conditions initiales. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'idée du déterminisme newtonien, entre guillemets, c'est-à-dire que si on connaît l'état d'un système et les lois d'évolution, on peut connaître le système à tout temps dans le futur et dans le passé, il y avait aussi une idée de linéarité, c'est-à-dire que si on fait une erreur, il y en a une erreur à la fin, mais si je le divise par 2, l'erreur à la fin aussi sera divisée par 2, par exemple. C'est proportionnel, dans ce sens, c'est linéaire. Et en fait, Poincaré a trouvé des systèmes qui n'ont pas du tout ça. Une petite erreur peut porter à une erreur gigantesque en très peu de temps, ou une erreur un peu plus gros peut être portée à un plus petit en un certain temps, et après ça peut revenir en arrière. Et en fait, il a trouvé qu'il y a des systèmes pour lesquels une petite erreur d'observation initiale les rend rapidement indistinguables des systèmes totalement aléatoires. Mais les systèmes restent déterministes. On appelait ça des systèmes chaotiques. Et c'est dans les années 60, entre 65 et 69, 70, disons, qu'on a trouvé un système physique dans la vraie vie, disons, qui a ces caractéristiques-là. Et c'est là où on habite, en fait, c'est l'atmosphère terrestre. Et c'est une découverte. Donc déjà, on peut regarder un peu. Donc moi, j'ai fait ma petite trajectoire dessinée à la main, mais ça, c'est une prévision pour un point donné de température quelque part en Angleterre, un jour de juin. Okay, c'est une prévision de 10 jours. Et vous voyez que donc le noir, c'est ce qui s'est passé en réalité, et le pointillé, c'est la prévision. Vous voyez qu'au début, les deux courbes sont superposées, après petit à petit, s'éloignent, après petit à petit, l'erreur augmente. Okay? Mais si on prend le même jour de l'année suivante, eh bien, en fait, c'est n'importe quoi. Enfin, en 2 jours, les deux trajectoires partent n'importe où, et après, ça revient, en fait. Donc, la prévision pour 7 jours était meilleure que celle à 4, par exemple. Et donc, on va revenir sur ces enveloppes que vous voyez derrière. Et donc, on a découvert que même en laissant tranquille le déterminisme, il y a des systèmes qui ne sont pas prévisibles, que si on se trompe un tout petit peu de la condition initiale,
on ne peut rien dire sur la condition finale. Rien de plus qu'en prenant au hasard des états du système. Alors, je vais un peu rentrer là-dedans pour vous raconter les histoires de l'effet papillon. Alors, quelqu'un d'entre vous, je pense, qui a vu ce type de dessin. Alors, l'effet papillon, c'est la phrase qu'on a utilisée pour le vulgariser. Et ça vient vraiment de Lorenz, ça, pour une fois. Ce n'est pas été inventé par un journaliste. C'est si un papillon bat les ailes au Brésil, ça provoque un ouragan, je ne sais pas où. Et alors, comment je vais vous décrire ça? Alors, vous voyez, ça, c'est un petit modèle que Lorenz a trouvé pour décrire un certain type de mouvement dans l'atmosphère, de manière approximée. Et ce que vous voyez là, c'est une trajectoire dans l'espace des phases, un peu comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Sauf qu'elle est un peu bizarre, vous voyez? La trajectoire fait des cercles périodiques, et après, de temps en temps, plouf, il saute de l'autre côté. Il se met à faire d'autres cercles. Et après, plouf, il saute de l'autre côté. Et cette transition entre les deux lobes de cette, malheureusement, papillon, et ça crée toujours des confusions entre l'attracteur de Lorenz et le papillon. Mais enfin, les sauts sont non périodiques. Ils sont intermittents. Okay? Et donc, si vous commencez deux intégrations de ce système à partir de deux états très proches, il peut arriver des choses différentes. Par exemple, c'est illustré là-haut. Il y a des cas où tous les points se suivent très bien dans le futur, et des cas dans lesquels, en fait, très rapidement, ils divergent, ou alors, carrément, ils font n'importe quoi. Donc, c'est un système qui semble reproduire ce qu'on a vu tout à l'heure de l'atmosphère, hein, que certains jours sont plus prévisibles que d'autres. Mais, pour ceux qui connaissent un peu cette histoire, je vais vous dire une chose que j'ai découvert, en fait, en préparant cette conférence, c'est qu'en fait, dans ce papier-là, en 1963, Lorenz, il ne parlait pas de prévisibilité de l'atmosphère, il parlait juste de divergence des solutions. C'est dans un papier successif de 1969 qui se base sur un modèle qui ressemble beaucoup plus à l'atmosphère, à la vraie atmosphère terrestre, qu'il a découvert ce qui est le vrai effet papillon. Et c'est quelque chose de, moi je trouve, déconcertant. C'est-à-dire que, dans ces modèles-là, si vous réduisez l'erreur à l'infini, vous arrivez toujours à prévoir où vous voulez. Mais dans cet autre modèle-là, non. Pourquoi? Je vais essayer de vous l'expliquer sans des maths, sans des équations, avec les mains. Donc imaginez que vous voulez prévoir le temps, okay? Les grands anticyclones, les grands cyclones, les fronts, etc. C'est des objets qui ont des échelles d'espace de milliers de kilomètres, de plusieurs milliers de kilomètres, qui bougent lentement. Donc, disons qu'une échelle de temps, des variations d'une semaine, comme ça. Et on sait prévoir ces choses-là avec des modèles numériques, et on peut dire que si on définit la prévisibilité avec une certaine grandeur d'erreur, on a 5 jours de prévisibilité. Okay? Mais nous, on veut le faire mieux. Donc, on mesure l'état initial de notre prévision de manière beaucoup plus fine. On met beaucoup plus de points rouges dans notre grille. Okay? Si on fait ça, le problème, c'est qu'on tombe sur d'autres phénomènes qui ont lieu dans l'atmosphère, qui, eux, ont lieu à des petites échelles spatiales et qui sont beaucoup plus rapides. Donc, effectivement, on arrive à rallonger un peu la prévisibilité, mais d'un peu moins. Donc, disons qu'on rajoute un jour de prévisibilité. Mais on veut faire mieux, donc on descend encore. Et on arrive au niveau de la turbulence de l'atmosphère. Vous savez, les thermiques, les vortex de vent, etc. C'est des choses qui ont l'échelle de quelques kilomètres, quelques mètres. Et peut-être on rallonge notre prévisibilité de 1 heure ou quelques minutes. Et on peut continuer comme ça à l'infini. Donc la question, c'est, la prévisibilité totale, c'est la somme de tous ces jours-là. Okay? T1 plus T2 plus T3 à l'infini. C'est cette somme-là. Okay? Pour n qui va à l'infini. Alors cette somme converge ou pas? Vous savez, au lycée, on faisait les séries, enfin à la fac plutôt. Quand la série converge, on est content, non? En fait, là, c'est le contraire. Si la série converge, veut dire que la prévisibilité de l'atmosphère, si on réduit au maximum l'erreur de prévision initiale, arrive à un nombre fini. Okay? Donc on ne peut pas la rallonger à l'infini. D'accord? Donc, c'est dans la nature de l'atmosphère de ne pas être prévisible. Okay? Alors cette hypothèse-là,
ça reste une hypothèse. C'est-à-dire que cette série converge, ça reste une hypothèse qui a tenu à des preuves numériques, parce qu'on ne peut pas mesurer l'atmosphère jusqu'au niveau je sais pas, microscopique ou atomique ou moins, mais qui reste sans preuve théorique, en fait. Cette preuve théorique, en fait, elle est même liée à un des problèmes mathématiques du millénaire. Vous savez, il y a un site web où il y a la liste des problèmes mathématiques qu'il faut résoudre. Il y en a un qui a été résolu récemment, non? Et c'est celui-là. C'est l'existence, unicité et le bien posé des équations de Navier-Stokes. C'est les équations qui régissent ces mouvements-là. Donc, si vous voulez gagner 1 million d'euros, peut-être faites autre chose. Il doit y avoir des moyens un peu meilleurs. Ouais. Mais bon. Et donc, à ce moment-là, je ne résiste pas à une petite parenthèse philosophique. C'est un peu risqué parce qu'à l'ONS, il risque d'y avoir de vrais philosophes dans la salle. Donc, je prends mes risques. Mais est-ce que c'est vraiment le dernier clou sur la tombe du déterminisme? On lit des choses comme ça dans les livres de vulgarisation sur la théorie du chaos, sur la non-linéarité. Alors, le déterminisme, je vous l'ai dit, on connaît l'état du monde de manière parfaite, les lois d'évolution du monde, et on connaît le futur et le passé sans limite. Donc, pour Newton, qui est là-haut, peut-être c'était Dieu qui était ça. Hein. Pour les philosophes de lumière, peut-être c'était plutôt un être, une intelligence supérieure. Et cette phrase de Laplace, que j'ai un peu envie de vous lire, mais je vais la détruire avec mon accent, est très très belle. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent. Et si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux des plus petits et légers atomes. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir comme le passé serait présent à ses yeux. C'est magnifique, non? Donc ça, c'est le déterminisme. Mais alors, ce que j'ai fait, j'ai juste extrait une phrase de ce papier-là. C'est vraiment un zoom. Et vous voyez, la science change. On l'écrivait à la main en français, maintenant on l'écrit dans des papiers avec texte. Et lisez les deux phrases comme sont prophétiques et étonnantes. Il propose que certains fluides déterministes qui ont plusieurs échelles de mouvement sont indistinguables observationnellement de systèmes indéterministes. Et que deux états de systèmes qui diffèrent par un petit erreur d'observation peuvent évoluer dans deux états qui diffèrent tellement qu'ils sont aussi différents que deux états pris au hasard. Et que même en réduisant cette erreur initiale, on ne peut pas rallonger cet intervalle de temps en réduisant l'erreur initiale. Okay? Donc c'est exactement ça. Et en 1969, il avait tout compris. Okay? Sauf que ce papier est publié sur un journal qui s'appelle Tellus, qui est publié en Suède et que personne n'a lu jusqu'à beaucoup plus tard. Mais voilà. Mais alors, on ne peut rien faire. Ben, en fait, on peut faire des choses. On peut faire des choses qui sont très intéressantes pour essayer d'aller au-delà de cette limite. Une chose qui est assez étonnante et astucieuse, c'est la prévision d'ensemble. Vous voyez, les météorologues ils se sont dit, bon, OK, on ne peut pas. Alors, plutôt que faire une seule prévision, on en fait des dizaines. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on essaye d'échantillonner une distribution de probabilité d'erreur de ma mesure initiale. Et après, je fais partir un faisceau d'intégration et je vais estimer une distribution de probabilité de l'état final. Okay? Je vous montre un exemple pour le comprendre. Ça, c'est déjà un exemple. C'est un faisceau de prévisions qui partent d'un état plus ou moins similaire. Ça, c'est de la pression sur plusieurs jours. Vous voyez que tout se suit et à un certain moment, ça explose. Okay? Mais voyez, regardez cet exemple, il est vraiment étonnant. Ça, vous vous souvenez de la tempête du 99? Peut-être tout le monde n'était pas là. Il y avait des gens qui n'étaient pas nés. Moi, je m'en souviens. Et bon, sans être trop météorologue, sans trop savoir ce que ça veut dire, ces cartes, vous voyez bien que ça, c'était ce qu'on avait prévu, et ça, c'est ce qui s'est vérifié. Donc, vous voyez, il y a un problème. Donc, ça, c'était la grosse tempête Lothar, qui a fait des vents de 170 km/h à Paris et qui a arraché le toit du bureau de mon collègue Olivier au 24. Okay? Et
Alors, on a refait une prévision d'ensemble de cet épisode-là. À l'époque, il n'y avait pas ça. Donc, on l'a refaite en partant de l'état initial très, très, très proche. Okay? Et vous voyez que dans un certain nombre de ces prévisions, la tempête est présente. Et dans un certain nombre, elle n'y est pas. Okay? Et en fait, toutes ces prévisions sont également valables. Manque de chance, on est tombé sur celle-là, ou enfin, une qui est peut-être celle-là. Okay? Et donc, on n'a pas prévu la tempête. Mais vous voyez que maintenant, on fait ça opérationnellement. Mais vous voyez que ça pose déjà un autre problème. Si je vous dis, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait à synthétiser l'information qu'il y a là, dans un état d'incertitude? On pourrait compter, par exemple, il y a 7 fois, enfin, je sais pas, 15 fois la tempête, 35 fois par la tempête, il y en a 50 en total, donc on dit que on calcule une probabilité, par exemple. D'accord, mais après, je dis ça à la mairie de Paris, et qu'est-ce qu'elle fait? 30%, on évacue ou pas? Est-ce qu'on va compter le coût d'évacuer divisé par 3, et le coût des dégâts divisé par, enfin, multiplié par 0,7, et on prend la décision comme ça? Donc vous voyez, il y a un problème de prise de décision en état d'incertitude, même avec une information probabiliste. Et ça, c'est tout un autre tas de... Ça voudrait une autre exposé. Donc. Et le climat, alors? Le climat, si la prévision du temps était un problème aux conditions initiales, le climat ressemble un peu plus à un problème aux conditions limites. Ce n'est pas vraiment ça, hein, mais presque. Dans la prévision climatique, les modèles de prévision météorologique, c'est presque le même modèle, ils se ressemblent beaucoup. Sauf que plutôt que les faire courir pour 10 jours, on les fait courir pendant des années et des années. Okay? Donc regardez, ça c'est une prévision qui dure 17 jours. Et vous voyez, à certains moments, ils ont oublié leur état initial. Ce qui reste de la prévision est perdu, de la prévision déterministe. Mais ce qu'il y a, c'est cette enveloppe-là. Okay? Donc on peut faire des statistiques sur cette enveloppe-là. Calculer des moyennes, calculer des variances, des modes bizarres. On peut faire même plus que ça. Ça, c'est juste un point, la température de quelque part, la pression de quelque part dans le monde. Mais on peut aussi, par exemple, voir la fréquence de phénomènes complexes, comme des canicules, par exemple. Et donc, c'est une description statistique qui est guidée. Pourquoi un problème aux conditions contour? Parce que ces longues intégrations sont guidées par des conditions lentes, qu'on appelle des forçages, et qui changent, qui mettent la statistique dans un autre équilibre. Donc on compare deux statistiques faites dans deux équilibres différents. Donc le forçage le plus important, et vous allez tous penser à ça, c'est la composition chimique de l'atmosphère. Okay? Donc à cause des émissions de gaz à effet de serre, on change les propriétés radiatives de l'atmosphère, et donc cette enveloppe-là va changer. Okay? Mais ça a beaucoup de conséquences. Donc là, j'ai pris juste ça comme illustration, j'ai bientôt fini. Hein. Donc là, regardez, ça c'est la température en France. Donc là, ça va de la moitié du 19e siècle jusqu'au 2050. Et en noir, c'est ce qui s'est passé pour de vrai. C'est des observations en noir. Et vous reconnaissez tout de suite la canicule de 2003, par exemple. Okay? Mais aussi les canicules 76, 47. Mais maintenant, en couleur, c'est désintégration des modèles climatiques. Okay? Alors, vous voyez, chaque modèle fait sa vie, en fait. Et la trajectoire qui a suivi la vraie Terre n'est qu'une possible réalisation de ce processus-là à l'intérieur de ces caractéristiques statistiques. Par exemple, le modèle jaune, il a fait sa canicule aussi, enfin, quelques années auparavant, en fait. Et bon, et bien sûr, vous voyez comme moi que si on va vers 2050, les canicules commencent à être beaucoup plus fréquentes. Okay? Donc là, on aurait pu appliquer des métriques pour mesurer comment ça change, la moyenne, la variance, etc. Et ça, c'est juste la moyenne globale, parce que c'était avec la même figure, je ne vais pas effacer. Et encore une fois, vous voyez, chacune de ces trajectoires est également licite, en fait. Et la vraie réalisation de celle de la Terre n'est qu'une de toutes les trajectoires possibles. Donc, j'ai fini. Comme ça, vous pouvez me poser des questions, j'espère.
Et en résumé, la prévision du temps est un problème aux conditions initiales. Et la prévision du climat, par contre, oublie ces conditions initiales, prévoit des distributions de probabilité de l'état du système dans un nouvel équilibre. Alors, à cause de la nature non linéaire de l'atmosphère, chaotique, la prévision du temps est limitée dans l'espace, dans le temps. Probablement, on parle de 15 jours, c'est les estimations qu'on fait avec ces méthodes numériques. Mais cette non-linéarité-là a aussi une importance pour l'incertitude des prévisions climatiques. Donc, pour en dire une, par exemple, c'est que du moment que chaque trajectoire de chaque modèle et aussi de la vraie planétaire sont également possibles, il y a une certaine incertitude. Donc ça, c'est la prévision de la température globale, vous l'avez dit 1000 fois déjà. Mais il y a une certaine incertitude qui est juste incompressible. Ça fait partie de cette variabilité-là qui est due à la nature de l'atmosphère. Donc, il y a une autre incertitude qui est beaucoup plus large, qui a à faire avec le choix des scénarios d'émission pour le futur. Et sur ça, vous voyez, c'est ça qui est plus important. Mais cette incertitude-là, presque, il y en a deux autres sur lesquelles je glisse, mais celle-là, probablement, on ne peut pas la compresser, c'est juste la nature qui est comme ça. Et donc, je vous laisse comme ça et j'espère que vous aurez des questions. Dans votre diapo précédente, on voit que toutes les intégrations semblent plus ou moins d'accord jusqu'à à peu près la moitié du graphe. Et puis, assez brutalement, elles partent toutes dans le graphe du haut. Ça. En haut. Ah, ça, oui. Ouais, et donc, on dirait qu'il y a un moment clé où en fait, la certitude augmente brutalement. C'est pas linéaire. Pourquoi est-ce qu'il y a ce moment, ce nexus un peu? Ce moment-là, le jour après, sera différent. Vous pourrez le voir ici. Après, peut-être, toutes les trajectoires se resserrent pour un moment, et après, ça repart. Donc, c'est juste la nature qui est comme ça. Et chaque jour aura une prévisibilité différente. Et en fait, un des résultats de l'étude du système, enfin de la prévisibilité, c'est avoir découvert que tous les jours ne sont pas prévisibles de la même manière et que l'erreur va diverger à des moments différents, de manières différentes, avec des distributions de probabilités différentes. Et c'est la raison pour laquelle, dans vos téléphones, maintenant, vous avez, avec la prévision du temps, vous avez aussi la fiabilité de la prévision du temps. Donc, vous n'avez jamais posé la question de comment se fait ça. Et bien, en fait, c'est ça. C'est des statistiques faites comme ça. Donc, si la divergence est très précoce, disons, l'état est moins prévisible. Et ça, ça dépend du temps, ça dépend des types d'événements qui ont lieu. Par exemple, quand il y a des précipitations convectives comme aujourd'hui, le temps de croissance de l'erreur est beaucoup plus rapide que quand on est dans un temps un peu dynamique avec des grandes masses d'air qui arrivent de l'océan. Et aussi, il n'y a pas la même prévisibilité partout dans le monde. Okay? Par exemple, les tropiques, à certains endroits, sont mieux prévisibles, surtout à certains moments. Par exemple, s'il y a un grand phénomène El Niño, qui est très fort et qui a une forte influence sur tout ce qu'il y a autour et qui a une durée de temps très longue, ça augmente la prévisibilité, surtout dans la bande tropicale. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce qu'il y a d'autres systèmes non linéaires qui pourraient nous informer sur la validité des modèles utilisés en météorologie? Alors, les grandes applications de ces théories-là sont les plus diverses. Elles sont dans l'écologie, dans la santé, en fait, je ne sais pas vous répondre. Alors, non, je vous réponds d'une manière sérieuse. C'est-à-dire, je ne connais pas des travaux qui ont fait ça. C'est-à-dire prendre l'exemple d'un autre système pour regarder les modèles de climat en particulier. Par contre, ouais. Ma question vient d'un article que j'ai lu qui expliquait que les modèles utilisant les mathématiques, la géométrie fractale, étaient aussi utilisés en finance. Okay. Donc c'est de là que vient ma question. Cette convergence de modèles dans des milieux différents, mais également non oui, tout à fait. Mais voilà, je ne suis pas au courant d'applications de ce type-là
pour les modèles de climat. Les modèles de climat, eux, ils ont leur non-linéarité qui sont étudiées, mais je ne suis pas au courant de comparaison avec d'autres. Par contre, pour ce qui regarde la géométrie fractale, ces modèles-là sont fractales. C'est-à-dire que si vous regardez, c'est un truc un peu compliqué à dire, mais la géométrie de la répartition des points dans l'espace des phases, si on les suit d'une certaine manière, ont une géométrie fractale. Okay? Et donc ça, c'est un modèle qui est tiré d'un phénomène physique qui est la convection. Quand vous chauffez de l'eau entre deux plaques, une chaude, une froide, ça fait des... Mais il y a d'autres modèles du même type de simplicité qui sont utilisés et qui sont comparés entre eux, qui viennent d'autres disciplines et qui ont des portraits de phase un peu différents, un peu bizarres, etc. Donc on utilise les mêmes méthodes. Mais une application directe au GCM, au modèle de climat, je ne suis pas au courant. Du coup, en ce qui concerne les modèles météo, mais pas les modèles de climat, vu qu'on a une prévisibilité qui est limitée dans le temps, en fait, à partir de quand c'est plus utile, à partir de quand on a assez de modèles pour faire une prévision, vu que de toute façon on ne peut pas la repousser plus loin, combien il faut investir en gros pour combien de modèles pour que ce soit suffisamment robuste? Pourquoi on n'arrête pas de mettre de l'argent dedans, tu veux dire? Oui, c'est ça. C'est une bonne question. Mais en fait, l'information qu'on peut tirer n'est pas seulement une prévisibilité vers le futur, mais déjà c'est mieux avoir d'informations sur au temps prévisible, par exemple avoir plus de détails régionaux, résoudre plus de phénomènes comme les pluies de ce soir. Et aussi, il y a un autre truc que je veux dire, j'ai oublié. Ah oui, et aussi tu peux avancer dans la prévision d'ensemble. Donc tu vas trouver des manières de décrire mieux les distributions de probabilité des erreurs. Et ça peut être une information importante. Donc là, il n'y a pas de limite au crédit que tu peux investir. Comment sont faits les modèles à partir, donc c'était sur les autres courbes, qui reviennent donc très loin dans le temps, sur une des dernières courbes, il me semble, voilà, celle-ci. On voit donc qu'il y a des modèles qui sont même avant 1900. Ouais. Comment est-ce qu'on a pris les conditions initiales? En fait, les conditions initiales, on les prend presque au hasard. Pourquoi? Parce qu'elles sont oubliées au bout de 15 jours. Et l'intégration du modèle dure 100 ans, ou 200 ans, ou 1000 ans. Okay. Donc en fait, la condition initiale n'est pas intéressante. Ce qui fait la différence entre eux est la condition initiale. C'est-à-dire que chacun a eu une condition initiale quelque part dans le passé, il l'a oublié, mais entre-temps, il s'est mis à faire sa trajectoire qui suit une certaine distribution de probabilités. Okay. Je n'ai pas dit un truc. Hein. Ah oui, je n'ai pas dit ça. Qu'en fait, il y a beaucoup de choses, beaucoup de portée de la non-linéarité de l'atmosphère et des autres subsystèmes climatiques sur la prévision, de la non-linéarité de ces systèmes-là sur la prévision climatique, qui sont très compliqués, qui sont toujours objets de recherche. Par exemple, je vous ai dit qu'on regarde la statistique à un nouvel équilibre par rapport à l'équilibre sans émission de gaz à effet de serre, mais en fait, ça, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que le climat n'est pas à l'équilibre, il est en train de changer tout le temps. Donc il y a même de la recherche en statistique pour savoir comment traiter une statistique hors équilibre. Ou alors, il y a des comportements aussi il pourrait y avoir des transitions abruptes dans des climats très différents de l'actuel. Vous en avez entendu parler. C'est par exemple un effondrement très rapide de la calotte de glace groenlandaise, par exemple, ou le changement des courants marins, etc. Des choses comme ça qui pourraient être proches d'une dynamique un peu similaire à ces transitions abruptes d'un côté à l'autre. Okay. Et ça ouvre tout un autre tas de problèmes qui font intervenir un nouveau concept de prévision, en fait. C'est des choses qui sont très, 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 très improbables, mais qui, s'y arrivent, ils sont très, 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 très graves. Donc, comment on traite ce genre de choses? Ouais. J'avais une question, c'est un peu ce que vous venez de dire en fait, mais est-ce que justement le dérèglement climatique risque de rendre les prévisions météo plus difficiles, même à court terme? Ah, super, ça c'est une très belle question. En fait, c'est une question qui m'a été posée par un journaliste, figurez-vous, récemment, à cause des événements de Corse. Okay? Parce que ça, c'était clairement un problème de prévision météo à court terme,
mais on a envie de savoir si c'est encore le changement climatique qui fait ça. Alors moi, je ne suis pas en connaissance de travaux qui regardent ça en particulier. Il faudrait regarder deux choses déjà. La première chose, c'est si la prévisibilité de l'atmosphère change. Donc, c'est la nature même de l'atmosphère change. Et la deuxième chose qu'on devrait regarder, c'est si les modèles sont moins adaptés à ce nouveau jeu de paramètres qui est le climat modifié. Okay? Donc, il y a des raisons de croire que l'un ou l'autre pourrait être différent. Alors, je demandais justement à mon collègue qui a eu le toit arraché en 1999, et il m'a promis qu'il me trouvait des papiers qui y en a sur ce problème-là, parce que c'est un très beau problème scientifique, mais il ne me l'a pas encore donné. Donc, mais pour te dire que je n'étais pas au courant, donc c'est des choses qui commencent, quoi, mais je ne sais pas la réponse. Oui, donc si j'ai bien compris, la variabilité peut être une variabilité, par exemple, de saisie de l'information dans l'état initial. Il y a une dimension chaotique donc, de certaines évolutions à partir d'un certain temps, à partir d'un certain moment, mais est-ce qu'il est imaginable que les modèles eux-mêmes soient faux? Alors, oui. Alors, l'autre source d'incertitude, après la condition initiale, est le fait que le modèle n'est pas bon. Okay? Donc, en jargon, on appelle ça l'erreur d'état initial, et l'erreur d'observation et l'erreur modèle. Okay? Alors, depuis qu'on a fait un énorme effort dans la détermination des conditions initiales, l'erreur modèle commence à être aussi important. Donc, on est arrivé à une telle précision de mesure qu'on fait bien, mais l'autre erreur devient importante. Et l'autre erreur devient, par contre, fondamentale dans la prévision climatique. Alors là, il n'y a que ça. L'erreur sur la condition initiale, on s'en fiche. De fait, on prend des conditions initiales un peu comme ça. Et donc, oui, il y a ça. Et donc, il y a un tas de stratégies qui sont mises en œuvre pour remédier ce problème-là. Une des stratégies, c'est l'utilisation de plusieurs modèles. Donc, c'est une manière un peu primitive. Mais une autre manière serait d'explorer l'espace des paramètres des modèles. Okay, donc, changer de petites choses pour voir si la prévision est robuste par rapport à un changement d'un paramètre plutôt qu'un autre. Évidemment, c'est des choses terriblement chères à faire, parce qu'on parle de calculs très, très compliqués. Et donc, on fait des stratégies pour savoir, par exemple, dans quelle direction perturber les paramètres pour que la perturbation soit maximum. On fait déjà ça pour les conditions initiales. Quand on échantillonne les conditions initiales, on va prendre des erreurs qu'on sait vont croître le maximum pour pouvoir échantillonner au max. Et donc, il y a des techniques qui sont aussi dérivées des études de systèmes dynamiques non linéaires qui visent à chercher ces perturbations optimales. Okay? C'est des choses, pour ceux qui connaissent, qui ont affaire avec les vecteurs d'Ilyapunov, les croissances linéaires à temps fini, des choses comme ça. Okay? Donc, il y a des stratégies qui se mettent en œuvre pour ça. Mais c'est une des choses qui sont encore en étude, en fait. Okay? Justement encore, c'est parce que moi je viens du monde de l'histoire, donc très très loin de la possibilité de ce genre de modélisation, même si les historiens de l'économie proposent toute une série de modélisations. Et je me demandais aussi, de ce point de vue-là, s'il existait actuellement des débats essentiels entre des types de modèles très difficilement conciliables entre eux. Est-ce qu'il y a, dans la communauté scientifique des experts du climat, des divergences sur les types de modèles à appliquer, des divergences qui seraient fondamentales? Alors, des divergences au sein de la communauté des modélisateurs de climat, c'est une chose. Les divergences entre différentes communautés, par exemple ceux qui font des modèles économiques, ceux qui font des modèles de climat, etc., c'est une autre chose. Il y a les deux. Okay? Mais les débats au sein de la communauté des climatologues, c'est des choses très techniques que je sache, ne remettent pas en cause les briques fondamentales du modèle. Mais ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin, comme par exemple il y a des propositions d'utiliser des ordinateurs qui ont une partie stochastique dans leurs calculs pour augmenter la variabilité entre modèles, par exemple. Vous voyez, c'est des choses assez techniques, mais très fondamentales, en fait, parce que ça veut dire insérer une stochasticité qui vient de la machine, un truc comme ça. Et par contre, entre disciplines différentes, alors là, c'est énorme. Et le problème, c'est de dialoguer, par exemple.
Okay, donc moi il y a longtemps, j'ai eu affaire avec un peu des modèles économiques qui sont utilisés, entre autres choses, pour créer les scénarios. Et sont des choses très bien. Hein. C'est d'ailleurs ce qui a motivé le prix Nobel à Nordhaus, le dernier prix Nobel de l'économie, enfin l'avant-dernier. C'est la construction de ces modèles-là. Et j'ai pu voir à quel point le type de différence de traiter l'outil de modélisation il y avait entre eux et nous. Et voilà. Donc, ce n'est pas par hasard qu'il y a une énorme, enfin non, ça j'exagère un peu, qu'il y a une énorme incertitude entre les différents scénarios, même si, je dois dire, au avantage de... Vous savez, les scénarios sont faits par des experts qui prévoient l'évolution de la société humaine dans le futur. Donc c'est beaucoup plus difficile que prévoir le climat, en fait. Et c'est pour ça qu'ils font différents scénarios, en fait. Okay. Mais il faut dire qu'ils ont bien fait dans la prévision de ce qui s'est passé jusque-là. C'est-à-dire que le business as usual a été bien prévu. Et c'est loin d'être une prévision simple.